Depuis que j'ai commencé cette série d'émissions, j'ai reçu à quelques reprises des Québécois qui partent un peu partout à travers le monde, qui partent longtemps, en vélo de plus en plus maintenant, si bien qu'on se demande, coudonc, c'est quoi, c'est une mode de partir des années à pédaler ou marcher. Je reçois Jonathan Berroy, qui lui est parti d'Angleterre jusqu'en Malaisie à la rencontre du bon monde, écrit-il dans son livre publié par Vélo Québec, Histoire à dormir dehors. Il est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Et toi, dans ton cas, tu es avocat, ingénieur, tu as travaillé pour la presse, Vélo Mag, etc. Ouais. Veux-tu me dire pourquoi tu pars au bout du monde pendant si longtemps que ça? C'était la seule chose qui manquait à faire pour avant ma retraite. Ouais. La raison pourquoi je suis parti, je voyageais avec mon sac à dos. On aime tous ça, voyager. Je partais avec mon sac à dos, j'allais dans des endroits touristiques. Puis, à un moment donné, tu es dans un autobus, tu es dans un train, tu regardes par la fenêtre, puis tu te dis, j'aimerais ça parler à ces gens-là qui sont entre les lieux touristiques que les guides nous disent qu'il faut absolument visiter avant de mourir. Mais on ne peut pas demander aux chauffeurs d'autobus au Tadjikistan ou n'importe où, puis en fait, il n'y a pas d'autobus là-bas de un, mais je voulais sortir, puis je me suis dit, peut-être le vélo, ça va être la meilleure façon de me rendre là. Puis je pensais à ça, j'avais ça en arrière de la tête. Au même moment, ma mère, elle aussi, avait un rêve, c'était d'aller en Italie. Et puis, elle remettait ça d'année en année, comme plein de gens, on a des rêves, on les repousse. Puis finalement, elle a eu le cancer, elle est décédée avant de pouvoir réaliser son rêve. Puis ça m'a comme donné la pousse nécessaire de me dire si je réalise pas ce rêve-là immédiatement ou rapidement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a en avant de nous, peut-être que je le ferai jamais. Surtout que dans ce cas-là, ça prend des forces assez exceptionnelles. Tu es parti d'Angleterre. Je pense qu'on peut nous montrer ton itinéraire, ce que tu as fait. Tu es parti d'Angleterre et tu as traversé vraiment l'Europe, l'Asie. Explique-nous ce que tu as fait, là. On va le voir. C'est 27 pays. Donc, j'ai fait Angleterre, France, toute l'Europe de l'Ouest, là, après ça, pour me diriger vers les Alpes. Et puis, donc, Suisse, Autriche, puis ensuite vers... Regarde, on voit la ligne la noire, traversée. Tu traverses, tu arrives en France. C'est ça. Puis comme je disais, bon, Europe de l'Ouest, puis là, ça part. Là, 1 mois et demi ici pour me rendre à Sarajevo, en Bosnie. Ah, pas plus long que ça, quand même. Bien, c'est plus petit qu'on pense. C'est plus petit que nous autres, c'est ça. ça. 1 mois ici en Turquie, je me promène là-dedans. Géorgie, Azerbaïdjan. Mon plan original était de passer en Iran, mais problème de visa. On monte vers le nord, traverse la mer Caspienne sur un cargo. Un désert dans le Kazakhstan pour 8 jours sans douche avec des petites lingettes. Un autre désert en Ouzbékistan, Tadjikistan. Remonte, suit l'Afghanistan, suit la Chine, Kirghizistan, puis là, je suis bloqué. J'ai pas pu avoir un visa chinois. Il n'y avait plus d'ambassade à Bishkek, ça avait été bombardé. Fait qu'on m'avait parlé Birmanie. Je me dirige en Asie du Sud-Est, puis là, je fais un autre 8000 km ici. Pendant un autre 7 mois. Ça doit être dur parce que c'est humide. Ah, c'est horrible. La différence entre les deux pays, c'était tu pars du désert très sec à la Birmanie. Puis au Kirghizistan, puis au Tadjikistan, où il faisait moins 10 la nuit. J'étais tout seul. Les steppes, ouais. Et puis à la fin, c'est ça, on m'a offert un poste en Malaisie. Je me suis arrêté là presque 1 année où j'ai habité là. Puis c'est là que j'ai écrit mon livre. Et je repars dans 1 mois pour faire l'autre côté du globe. Là, tu fais le tour du monde. Vraiment, ouais. Là, tu as fait disons, le 2/5e, quelque chose du genre? En tout cas, tu as fait 2 continents. La circonférence, c'est 40 000 km. J'en ai fait 18 à date. Ah, OK, bon, ben écoute. Ça compte les océans. Donc, moi, je ne fais pas d'océan, évidemment, là, pas de pédalo. En pédalo, ça serait fatigant, ça. Alors, donc, tu as traversé. Au début, c'est des pays occidentaux. Oui. Donc, c'est un peu comme nous. Comment on pourrait caractériser, là, justement, la France, Belgique, etc.? Bien, c'est beaucoup plus facile, mais parce que j'avais jamais fait de voyage de vélo avant, c'était la raison pourquoi je voulais commencer en Europe de l'Ouest, parce que si un morceau d'équipement brise, c'est possible il y a des magasins, il y a des décathlons en Europe, comme qui arrivent ici, des pistes cyclables, français, anglais, particulièrement au début. Puis là, les défis s'ajoutent. Donc, à chaque fois que tu t'habitues à un nouveau défi, tu sais, traverser les Alpes, bon, bien, après ça, c'est la Turquie, là, du vent de face. Puis après ça, tu arrives dans le désert. Après ça, des montagnes, 4000, 5000 mètres presque d'altitude, de plus en plus isolées. Puis là, on parlait il y a 1 minute de... Quand je suis arrivé en Asie du Sud-Est, je suais 24 heures. J'étais en étoile dans ma tente en train de toujours suer. Puis là-bas, la pluie arrive comme ça, on ne sait pas.
Fait que je mettais pas mon toit de tente, là, le déluge me tombait dessus dans le milieu de la nuit, les pieds dans le bout. Et là, on voit plein de personnages. Ce qui est caractéristique de ce genre d'expérience-là, ce sont les rencontres. Là. Tu l'expliques dans le livre, tu as rencontré plein de gens. Oui, c'est ça l'objectif, dans le fond, du voyage. Ça l'est toujours. Ma page Facebook s'appelle Le Bon Monde depuis le début. C'est là que je poste mes rencontres, beaucoup de mes aventures, mais de aventures et mes aventures. Mais Le Bon Monde, c'est pour démontrer à quel point les gens sont généreux, sont accueillants, sont bons partout sur la planète. Puis pour moi, c'est pas ce livre-là, cette histoire-là, ce voyage-là, c'est pas un voyage de vélo. Je ne suis pas un athlète, j'essaie pas de faire ça le plus rapidement possible. Quand quelqu'un me fait un sourire sur le bord de la route, je m'arrête, on parle 30 minutes, on parle 1 heure. On essaie mais la barrière de la langue, quand même, ça va bien. Ça parle anglais pas mal en Occident comme langue seconde. Mais après, là, comment ça marche? À partir de l'Allemagne, Autriche, là, ça ne parle plus anglais du tout. Des gestes, tu apprends quelques mots. À un moment donné, j'ai fait 6 pays de l'ex-Union soviétique. Ça parle russe. Ça parle russe partout. Géorgie, Azerbaïdjan, là, tous les stands après. Les anciennes républiques soviétiques. Et voilà. Puis là, j'apprends une douzaine de mots de russe, là, comment on dit tente, comment on dit vélo, puis quelques pays, puis ça explique aux gens un peu mon itinéraire. Puis sinon, les gestes, les images, une image va parler beaucoup. Je vais montrer des images de ma famille, de la maison. Mais des fois, tu es accueilli dans des familles. Alors, même souvent, tu l'écris dans le livre. Là. Alors, comment tu dis? Alors, comment tu fais pour communiquer avec eux autres? Là? Bien, parfois, j'ai des surprises. OK? C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, mais d'où viens-tu? Où est-ce qu'on s'en va? Puis là, quand ça arrive dans des questions un peu plus compliquées, comme à un moment donné au Tadjikistan, une dame je croyais qu'elle avait 92, mais finalement, elle a comme 50, parce que la vie est quand même assez difficile dans les montagnes. En plus, c'est isolé. Puis elle me présente, parce qu'on me donne souvent des cadeaux, puis, ou de la nourriture, ou à l'hébergement. Puis elle me présente une grosse boîte de noix de Grenoble. Et puis là, moi, je lui demande en anglais, avec 3 mots de russe, est-ce que je posais d'en prendre une ou je posais de prendre toute la boîte? Puis elle comprend que je lui pose une question, mais il y a effectivement une barrière de langue qui est difficile ici, même avec des gestes. Donc, elle en prend une avec sa main, puis elle brise ça d'une seule main en avant de moi pour me dire, puis elle me fait un visage comme pour me dire, bien, tu vois, c'est comme ça qu'on brise une noix de Grenoble, parce qu'elle pensait que c'était ça. Donc, j'ai appris quelque chose d'autre. Ne vous ostinez pas avec des femmes tadjiques. Mais fais attention, moi, c'est fait fort, ça ouvre ça avec une main. Là, alors, mais c'est ça, la casse-noisette de l'Asie centrale. Il y a dans tes expériences le fait que tu as été marié avec Marie-Pierre Morin. Je trouve ça assez extraordinaire. J'ai appris ça dans le livre. Oui, mais je pense qu'elle va l'apprendre au même moment, effectivement. Partout, le mariage, c'est tellement, tellement important. On réalise pas ça ici. Puis il y en a, surtout au Québec, la moitié des gens ne sont pas mariés, on est en concubinage. Mais du Vietnam à l'Asie centrale, à la Turquie, c'est comme quand tu es rendu à 21, 22 ans, tu n'es pas marié, il y a un problème avec toi. Je me suis fait demander en mariage après que ça faisait 2 minutes que je rencontrais des personnes. Un homme qui appelait sa sœur, j'ai quelqu'un, je t'ai trouvé quelqu'un, là, les gens me proposaient, cette même madame-là qui brisait des noix avec sa main, elle était comme ma fille est vraiment belle, ma fille. Puis elle m'a serré le cou, je t'apprends pas. Puis là, je disais, oui, elle est belle. OK, après la pinotte. Elle est belle, votre fille, mais elle a 14 ans. À un moment donné... Puis Marie-Pierre Morin, c'est que j'étais tanné de répondre tout le temps « Non, je suis pas marié. Pourquoi je suis pas marié? Parce que c'est normal. » Puis là, comment t'expliques ça en tadjik ou en azerbaïdjanais? Je suis pas capable. Fait que j'avais fait le pilote de l'émission « Faites comme chez vous » de musique il y a quelques années que Marie-Pierre avait animé. Puis j'ai une photo sur mon téléphone que j'ai gardée précieusement. Ah oui, je comprends. Puis avec elle. Et donc, j'ai juste commencé à dire aux gens, bon, es-tu marié? Oui, voici ma femme. et là, les gens, là, quand ils s'excitaient, le lit au spec dans le désert. Avec une belle femme comme ça, on peut t'en vendre un autre. Oui, c'est ça. Ben là, et où? Ils cherchaient autour de moi. Puis là, je disais, non, ne l'attendez pas. Elle est vraiment pas bonne en vélo. Fait qu'elle est loin, loin en arrière. Elle va passer dans 2 jours. Attendez-la pas. Quand même, c'était difficile physiquement. Et au retour, tu vas nous parler d'une expérience. Vous êtes retrouvés, je le disais d'entrée de jeu, il y a plein de cyclistes. Vous êtes retrouvés, des adeptes du vélo, ensemble. Et puis, il y en a un qui a failli mourir. Et toi, tu étais pas mal dans les à un moment donné, dans 3 minutes après la pause.
Alors, on me dit que Marie-Pierre Morin a appelé et que Brandon s'en vient, Brandon Frost s'en vient. C'est son chum, attention. Tu repelles à le roche que là-bas. Oui, certain. Dis-moi, je le disais tantôt, tu décris des scènes qui te sont arrivées parce qu'à un moment donné, il y a d'autres bourlingueurs comme toi, à vélo, parce que c'est pas une mode, parce que vous êtes quand même pas des millions à le faire, mais il y en a plus qu'il y en avait autrefois. Ouais. Et donc, vous vous regroupez et vous pédalez ensemble. Alors, raconte-moi comment ça se passe, là. On a l'impression qu'on est beaucoup à faire ça, mais dans le fond, on se rencontre une fois par quelques jours, une fois par semaine, dépendant des régions, puis on se voit arriver de loin, puis là, on arrête sur le bord de la route, puis avec les sacoches, puis comme ça, bon, ça embarque un par-dessus l'autre, puis on se parle, puis à un moment donné, il y a même des gens qu'on recroise. Puis il y avait 2 Britanniques, un notamment, le Marty, là, dont on parlait, 47 ans. Puis lui, son plan était de faire le tour du monde. Puis il allait vite, 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 beaucoup plus vite que moi, mais il tombait toujours malade. Fait que là, il était dans un hôpital au Tadjikistan. Là, je continuais, puis là, je le rattrapais. Je disais, ah, t'es pas plus loin que ça. Non, je suis tombé malade, il y a eu des transfusions. J'ai rencontré un Allemand et un Français aussi. Puis là, avec eux, on roule en Asie centrale, puis... À un moment donné, on déjeune, mange dans le seul restaurant d'un mini-village de peut-être 100 habitants. Puis le Marty en question, le Britannique de 47 ans, arrive, il a de l'air d'un zombie. Il est vert, il est transparent, puis il nous explique qu'il y a de la misère à respirer parce que là, c'est le mal de l'altitude. Donc, on était à 4500 mètres à peu près, puis il y a du liquide dans ses poumons. Il n'est pas capable de respirer assez pour oxygéner son sang. Fait qu'il nous demande, est-ce que je peux rouler avec vous? Pas de problème. Il est loin, loin, loin en arrière, mais finalement, on arrête après peut-être juste 40 km. Il passe la nuit, il râle toute la nuit. Il réussit à se réveiller, parce qu'on lui a dit « Meurs pas, nous autres, on ne ramènera pas ton corps. » C'était une blague, mais le lendemain matin, il était sûr. C'était sérieux. Hein? Il râle toute la nuit. Le lendemain, il dit « Les gars, je ne suis pas capable de continuer. » Il y a peut-être un pick-up, un camion là, qui passe à toutes les 2 heures. Il en arrête un, on l'amène dans la boîte, il est presque comateux. Là, il y a des chèvres dans la boîte de pick-up. Les chèvres, lui, ce qu'il me raconte après, c'est qu'il ne se comprenait pas parce qu'il a comme perdu connaissance, mais les chèvres lui urinaient dessus dans la boîte de pick-up. Ils l'ont débarqué à l'hôpital. Puis ce qu'il me racontait, parce qu'on est allé le voir après, c'est que dans ton sang, tu as 95 à 99 d'oxygène, de saturation. Puis quand tu tombes à 65 bien là, tu as de la misère à penser, tu n'es plus fonctionnel, ce qui explique pourquoi la veille, il n'était pas capable de monter sa tente puis qu'il était juste en avant, pas capable de se faire à manger, rien. Et à 55 là, tu tombes dans un coma. Puis là, lui, ils ont fait une prise de sang, il était rendu à 58. Puis le chapitre dans le livre s'appelle « À 12 heures de la mort parce que le médecin, le seul médecin de la région dans cette région reculée du Tadjikistan, dans le Pamir, lui a dit si tu avais attendu 12 heures de plus, tu serais mort sur le bord de la route. Et toi-même, dans les steppes du Kazakhstan, tu es tombé d'un pomme, tu étais à bout de souffle, tu étais vraiment là, le mur. Bien, j'ai manqué d'eau parce que tu sais jamais ça va être quand la prochaine maison. À un moment donné, 8 jours de suite dans le désert. Puis il fait à peu près 48-50 dans le jour, mais sec, 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 sec. Là, tu sens même pas la sueur sur ton corps, ça s'évapore immédiatement. J'avais mal à la tête, j'avais l'impression que mon cerveau était en train de se dessécher dans mon crâne. Je cherche partout, j'ai plus d'eau, j'ai bu 15 litres depuis la veille. J'arrive à une maison, et puis là, il y a un homme qui je lui demande de l'eau. Puis au lieu de m'amener dans sa cuisine, il m'amène dans sa remise. Puis il m'explique que là-bas, ils sont à 400 km du village le plus près. Ils se font livrer de l'eau, ils se font mettre ça en dessous de la terre pour pas que ça s'évapore. Fait qu'ils me donnent de l'eau. Puis finalement, sa femme, qui est là aussi à la maison, m'invite à manger. On le lunch, c'est le midi. Puis elle me dit « T'as soif? » Je dis « Oui. » Elle me donne un immense bol de lait de dromadaire fermenté. Ça goûte... parce qu'on n'a pas l'habitude de boire ça, là. Ça goûte comme du yogourt ou du fromage cottage que tu aurais laissé dehors dans le stationnement pendant 8 ans de temps. Dis de même, ça donne pas le goût. Non, puis là, elle est partie chercher de l'eau dans sa remise dehors. Donc, je m'en ai profité pour remettre ça dans le milieu, faire semblant de terminer mon bol pendant qu'elle revenait. Elle m'a demandé « En veux-tu d'autres? » J'ai dit « C'est excellent, mais je suis plein et prêt à repartir. » Et ça a eu des effets sur ton système digestif.
Ça a brossé un petit peu. C'est dur de savoir si ça avait des effets, étant donné que j'avais tout le temps des effets de toute façon. Alors, donc, tu pédales et tu pédales et tu arrives à ton but. Est-ce que tu as eu peur à des fois? Est-ce que tu as été attaqué toutes ces années, ces Ouais. mois où tu pédales? Bien, on a Il y a peur. des peurs de se faire attaquer. Tu racontes la peur d'une bébite. Là. Tu Ben couches oui, dehors oui. dans Ben le oui, tente. Là, oui. On a peur de ce qu'on connaît pas. Donc, au début, j'avais plus souvent peur parce que je connaissais moins de choses. On a peur des pays ou des cultures ou des religions ou des gens qu'on connaît pas. La première fois que j'ai eu vraiment peur, il y avait un animal juste à côté de ma tente. Je savais pas c'était quoi. Je l'entendais respirer juste de l'autre côté de mon mur de nylon. Je sentais sa respiration, son souffle chaud sur moi, mais j'ai jamais su c'était quoi parce que j'étais juste dans ma tente puis j'osais pas. Tu n'avais pas que ce soit un alligator. J'avais peur que ça soit... N'importe quoi. J'imaginais le zoo au complet. Là. Puis là, je me disais, c'est un alligator. Puis en même temps, tu as comme une voix qui te donne le pire, puis tu as une voix qui essaie de te rassurer. Mais... Puis une fois, un humain, ça c'est d'un animal, une fois un humain, sur à peu près, je sais pas combien de milliers de personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont offert, qui m'ont tout donné, mais j'en ai rencontré un qui m'a fait une petite frayeur. J'étais dans un raccourci qui s'est avéré être extrêmement mauvais comme raccourci, perdu au Kirghizistan. Le gars me force à aller dans sa maison, à m'asseoir. Je dis non, je vais rester debout. Il me dit assis-toi. Il me donne un café. Je dis je veux pas de sucre. Il dit tu vas prendre du sucre. Et là, il s'assoit à côté de moi comme ça dans sa petite maison, isolée dans les montagnes, perdu. Il sort une cuillère avec un rubis. Est-ce que c'est en plastique? Est-ce que c'est un vrai? J'ai aucune idée. Il me dit ça vient de l'Inde. Puis il dit si tu m'avoles, mais je dis je t'avolerai pas. Mais il dit si tu m'avoles, je vais te tirer. Puis là, il est juste à côté de moi, puis il commence à me frapper comme ça, sur la poitrine, puis dans le ventre. Je vais te tirer là. Je vais te tirer là. Aïe, aïe. Je vais te tirer là. Là, j'ai fait, je pense que c'est un bon moment pour On va y aller. Ouais, c'est On pour va y faire un bout, comme on dit. Alors, il faut faire la pause méditation, puis au retour, je me demandais ce que tu tires de leçons comme ça, puis que tu veux repartir. Pourquoi? Dans 3 minutes. À tout de suite. Jonathan Berroy qui a écrit « Histoire à dormir debout » avec de très belles photos. On vous en montre quelques-unes depuis tantôt. Alors donc, tu arrives en Asie et tu passes un an là. Qu'est-ce que tu as fait au bout de ton voyage? Bien là, ça faisait 7 mois que j'étais en Asie du Sud-Est. Puis j'avais chaud. J'étais rendu épuisé mentalement. Puis complètement par hasard, je me suis fait offrir un poste, une compagnie française qui était établie en Asie. On l'a dit, j'étais avocat ici avant au Canada. Et on m'a dit, est-ce que ça te tenterait de travailler en ressources humaines, en droit, en Malaisie? Puis je me suis dit, la vie est faite d'opportunités. Je vais mettre une pause à ce périple cycliste-là pour avoir d'autres expériences. Puis en même temps, dans le fond, j'ai écrit le livre « Histoire à dormir dehors » pendant cette année-là, avec Vélo Québec à distance, qui est la maison d'édition. Puis là, je suis prêt à repartir. Tu repars encore. Et voilà. Mais ça te coûte combien un voyage comme ça? Ça te prend quand même un petit... Ça coûte 25,05 $ par jour en moyenne. Ah ouais? Ouais, fait que c'est 9 000 par année. Puis je savais que je voulais faire ça pendant quelques années. J'ai mis de l'argent de côté. Puis tu veux faire ça encore, là, écoute, tu sors de là. Ça t'a pris combien de temps, ça, là? Le voyage, j'ai fait 14 mois de vélo. Plus ton année là-bas. Plus 11 mois de travail et de travail d'écriture. Mais t'es rendu à quel âge, là? 32. Ben, tu veux pas t'établir, avoir une blonde, avoir des enfants, devenir un avocat prospère? J'attendais l'appel de Marie-Pierre, là, mais... Peut-être qu'elle va rappeler. Mais non, mais je veux dire, comment tu vois ça? C'est une parenthèse dans ta vie ou tu veux devenir un bourlingueur professionnel, là, comme Bruno Blanchet est devenu à un moment donné? Là? Bien, puis Bruno est établi en Thaïlande. Ah oui, il a fini par se trouver Ah, t'as vu son restaurant? Oui, puis j'ai rencontré sa conjointe, Nisha, qui a son restaurant de Bangkok Poutine, qui est excellent. Puis après plus qu'une année sur la route, je me suis garoché sur la poutine en passant à Bangkok. Mais en ce qui me concerne, au début, j'étais stressé. Qu'est-ce que je vais faire après? On se définit par notre emploi, on se définit par plein de choses, mais je savais pas. Puis à force d'avancer, puis juste d'apprendre à vivre avec l'incertitude, je pense que je suis beaucoup plus confiant envers peut-être moi-même, mais envers la vie aussi, puis les opportunités qui vont arriver peut-être par elles-mêmes si on fait ce qu'on aime. Pour l'instant, j'ai le goût de continuer à découvrir le monde à vélo. Tu as eu
En fait, tu n'as pas le choix quand tu voyages dans des contrées aussi lointaines, si différentes, avec un langage différent, etc., d'apprendre à lâcher prise, ça, c'est sûr. Puis on le comprend dans ton livre, qui est d'ailleurs très bien écrit, et avec des superbes photos. Donc, ça s'appelle « Histoire à dormir dehors ». C'est à vélo de l'Angleterre à la Malaisie à la rencontre du bon monde. C'est Jonathan Berroy qui a écrit ça. Il s'est publié aux éditions Vélo Québec. C'est un fort grand plaisir, Jonathan, de te recevoir. Merci beaucoup. Si tu pars, puis tu reprends d'autres photos, puis tu fais un autre livre, tu reviens moi. Ça me ferait plaisir. Merci. Bye-bye. C'est tout en ce qui nous concerne. Salut.